Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Nakan. Un épisode dans lequel on va plonger un petit peu à l'intérieur de soi-même, faire un petit peu d'introspection. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de la thématique dont on va discuter avec Hermano qui me rejoint dans cet épisode. Hermano, c'est un plaisir de te retrouver dans ma petite fenêtre Skype pour enregistrer avec toi. Salut Greg, salut chers invités, salut chères auditrices, chers auditeurs. Tu sais que c'est un plaisir partagé et puis on a déjà fait un épisode en tête-à-tête il y a 15 jours, donc c'est pas comme si c'était le grand retour. Non, c'est pas le grand retour, mais c'est toujours plaisant d'avoir des personnes qu'on apprécie et des personnes qu'on sait être des expertes dans leur domaine. Et en plus, c'est le cas ce soir puisqu'on invite un invité que les auditrices et les auditeurs connaissent déjà. C'est Marc Muezza qui est entre autres coach mental. Il nous a déjà parlé de plein de techniques au travers de différents épisodes du podcast, notamment dans la série de préparation Ironman qu'on a eu le droit d'écouter la saison passée. On retrouve Marc avec grand plaisir. Bienvenue Marc dans notre podcast. Salut Greg, salut Hermano et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. C'est un plaisir de te retrouver Marc. Peut-être avant de parler de la thématique qui va nous intéresser dans cet épisode, revenir sur la conclusion, les derniers mots que tu nous as dit lors de ta dernière présence dans le podcast de Nakan. Tu nous as dit je vous en parle pas trop tout de suite, mais je prépare un truc, etc. Et puis depuis, les choses ont un petit peu avancé. Alors du coup, maintenant, tu peux nous en parler un petit peu plus. Tu as lancé ton propre podcast. Exactement, je me suis lancé moi aussi dans l'aventure du podcast et j'ai lancé un podcast qui s'appelle J'ai fini au mental et le but en fait c'est de faire découvrir aux auditeurs ce qui se passe un peu dans la tête des sportifs quand ils sont dans le dur et quand ils arrivent à terminer une épreuve malgré le fait que mentalement c'est difficile. Et donc c'est un podcast que j'enregistre sur le terrain, donc ça peut être en marchant, en courant, sur le vélo. Et je demande aux invités de raconter une anecdote, une expérience sportive qu'ils ont terminée au mental. Voilà, donc, alors tu sais que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un podcast, Marc, ça s'appelle un streetcast. Un streetcast, ok. Je pinaille sur la sémantique, mais effectivement, si tu l'enregistres sur le terrain, ça s'appelle un streetcast. Voilà, streetcast ou street podcast, ou en tout cas, voilà, podcast d'extérieur pour les francophones purs et durs. En tout cas, si les auditeurs apprécient tes interventions dans le podcast de Nakan, eh bien, on ne peut que les encourager à se ruer vers le podcast qui s'appelle J'ai fini au mental, parce que voilà, ils peuvent assouvir leur boulimie de volonté d'avoir de l'information sur le coaching mental, sur des petites astuces qui font que récemment j'étais encore sur un Ironman et c'est vrai qu'on commence à avoir de la lassitude, on commence à se demander mais est-ce que je suis vraiment capable d'aller au bout, et là il y a plein de petites astuces, des petits scénarios qu'on peut jouer dans sa tête pour tenir le coup, pour continuer encore le prochain kilomètre et les suivants, et tout ça c'est ce que tu nous expliques dans ton podcast J'ai fini au mental. Donc voilà, on peut que le recommander. Mais là, on est dans le podcast de Nakan ce soir et en fait, tu interviens dans cet épisode parce que tout a commencé alors que je faisais un petit statut sur Instagram en racontant un petit peu mon dernier test d'effort et puis en disant que j'avais constaté dans les chiffres de ce test d'effort que malheureusement, ma vitesse avait un petit peu baissé et que je faisais moins d'entraînement de VMA, en tout cas de grosses intensités parce que j'avais peur de me blesser. Et là, immédiatement, tu m'as répondu, mais Greg, il faut que tu pratiques le body scan. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça a l'air super, si on peut refaire du fractionné sans se blesser avec ça, ou en tout cas si on ose et qu'on ose y aller et qu'on n'a plus cette peur. Mais il m'a fallu des informations sur le body scan et en fait, c'est la raison pour laquelle on se retrouve ce soir. Donc ce soir, Marc, on va parler du body scan. Avant d'aller dans le détail, est-ce que tu peux en quelques mots résumer de quoi il s'agit ? Bon, alors déjà, tout à l'heure, Greg, tu as commencé à dire que c'était le podcast d'extérieur pour les bons francophones. Donc, comment on traduit body scan en français ? Aussi. Alors, en français, on utilise plutôt le terme de balayage corporel. Alors, le balayage corporel ou le body scan, c'est une méthode qui est issue de la méditation et qui consiste en fait à se concentrer sur son corps et sur ses émotions et à essayer vraiment d'être dans l'instant présent
et de ressentir au niveau du corps et au niveau des émotions les messages que nous envoie notre corps. Donc c'est de la pleine conscience, enfin c'est issu de la méditation en pleine conscience? C'est issu de la méditation en pleine conscience, tout à fait. Donc, au niveau d'une expérience pratique, est-ce qu'il faut se conditionner comme on fait un petit peu de la méditation, c'est-à-dire se mettre dans un endroit calme et puis consacrer une dizaine de minutes à faire ça, ou est-ce qu'on peut le faire pendant un entraînement, ou est-ce qu'il faut le faire à un moment précis, ou comment ça se passe concrètement? Alors pour débuter, le plus simple, c'est de le faire dans un endroit calme, de choisir un moment approprié. Ça peut être un peu avant d'aller se coucher. C'est très intéressant aussi de le faire le matin après une bonne nuit de sommeil. Et puis il faut prendre le temps que ça prend. Alors voilà, ça va pas durer non plus une demi-heure, une heure, hein. En 5-10 petites minutes, c'est fait. Mais le plus important, c'est d'arriver déjà à se plonger dans un état de détente, à se sentir bien détendu, et ensuite à commencer son body scan et à bien prendre le temps de scanner l'intégralité du corps en suivant un ordre logique, c'est-à-dire soit on commence par les pieds et on remonte jusqu'à la tête, soit on commence par la tête et on descend jusqu'aux pieds. Bon alors, moi j'ai déjà une première remarque, j'en parle souvent dans ce podcast et dans d'autres d'ailleurs, j'ai un gros problème avec ma sensation corporelle, c'est-à-dire que si je me blesse quelque part, je vais sentir que je me suis blessé, par contre quand mon kiné ou mon ostéo me demande de mobiliser mon bassin, je sais bouger, mais alors je sais pas du tout si je vais dans le bon sens. Et là tu nous parles de balayage corporel, alors quand on n'a déjà pas de conscience je dirais un peu musculaire ou anatomique de soi-même, de son corps, comment est-ce qu'on fait pour procéder à ce fameux balayage corporel ou ce body scan? Justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au début, ce ne sera pas parfait. Et au début, il ne faut pas viser la perfection. Mais petit à petit, en s'entraînant, on va progresser. Et d'ailleurs, le phénomène que tu racontes, de dire moi j'ai du mal avec mon corps, je pense que tu as également du mal avec ton corps dans l'espace ou à faire des mouvements très précis par exemple quand tu joues au tennis ou ce genre de choses, c'est des choses que tu peux travailler. Alors tout est lié en préparation mentale, hein. Là ce soir on parle de body scan, mais on pourrait également parler de visualisation où tu te visualises en train de faire un certain geste. Et le fait de te visualiser, tu arrives à te corriger dans ce geste et à le reproduire, à avoir des bons repères de ton corps dans l'espace. Ça se travaille en fait. Donc au début, quand tu vas commencer le body scan, effectivement, si tu as un peu de mal avec ça, tu auras l'impression que c'est pas très efficace. Et puis petit à petit, tu vas sentir que l'exercice devient de plus en plus efficace, de plus en plus agréable. Et puis au bout d'un moment, tu vas arriver à un état, tout à l'heure Greg me demandait quand est-ce qu'il faut le faire, tu vas arriver à un état où tu vas te dire je vais me faire un petit body scan juste avant mon entraînement, et puis tu seras au bord de la piste sur le banc et assis, tu vas te faire un petit body scan et ensuite tu vas partir faire ton entraînement. Et voilà, et ça va te permettre de te mettre dans des bonnes conditions. Ça augmente la confiance en soi parce que quand on fait son body scan et qu'on sent que tout va bien, que tous les muscles répondent, qu'au niveau de l'état émotionnel, par exemple, on est dans le plaisir, on est sur le bord du stade et on a hâte d'aller courir, forcément, quand on se retrouve sur la piste, c'est tout de suite plus agréable d'avoir confiance en son corps, d'avoir confiance en ses émotions. Voilà, et c'est en ça que c'est un exercice aussi qui est très très intéressant. Alors, il y a plein de choses que je te coupe la parole, Greg, mais je veux réagir tout de suite, sinon après j'oublie. Il y a plein de choses, il y a plein de mots clés pour moi que tu as prononcés là pendant ta dernière réponse. Déjà, tu as parlé de répétition, d'entraînement. Donc, est-ce que c'est à mettre au même niveau que l'entraînement sportif ou que certaines routines qu'on pourrait instaurer dans son quotidien, comme un peu d'exercice de PPG le matin, un peu d'exercice de remise en forme, un peu d'éveil musculaire, peut-être la mesure de la variabilité cardiaque. Est-ce que pour toi, le body scan, ça doit faire partie d'une certaine routine et ça doit être répété très régulièrement pour que ça rentre effectivement dans la catégorie des choses à entraîner? Clairement. Et c'est vrai pour le body scan et c'est vrai également pour la préparation mentale. Moi, quand je travaille avec des sportifs en préparation mentale, je leur fais carrément un planning d'entraînement en fait. De la même façon qu'ils ont un planning d'entraînement physique, ils ont un planning d'entraînement mental. Et en fait, s'ils se préparent par exemple pour une compétition, un Ironman,
bah voilà, on va d'abord échanger ensemble, comprendre où sont les points de blocage, où sont peut-être les croyances limitantes, ce genre de choses. Et ensuite, on va mettre en place un planning d'entraînement. Et le body scan, quelle que soit l'épreuve pour laquelle se prépare l'athlète, quel que soit son niveau, quels que soient ses besoins, le body scan fait partie de l'entraînement. Ok. Ensuite, tu as parlé de visualisation. C'était justement une question qui me venait, mais avant même qu'on en parle un petit peu, quand on a préparé l'épisode tout à l'heure, on parle beaucoup, et je trouve de plus en plus de visualisation, notamment des athlètes qui visualisent leurs courses, notamment, alors là on parle de triathlon, mais on pourrait aussi parler, je pense que les plus connus, ça va être les coureurs de Formule 1, les pilotes de Formule 1 qui, depuis des dizaines d'années, nous parlent de visualiser chaque virage, chaque montée, chaque descente, chaque entrée au stand, etc. Donc tu nous parles de visualisation un petit peu de soi. Est-ce que dans ce body scan, en fait, comment tu imagines ça? Un peu, alors, excusez-moi le côté un peu ésotérique, mais on sort de son corps, on se regarde et on s'analyse, ou vraiment une espèce de, je sais pas, d'introspection où on est à l'intérieur de soi et on regarde comment tout se passe? Alors sur le body scan, c'est plus un exercice. Alors souvent moi en préparation mentale, je parle de première et de troisième personne. Alors dès qu'on est à la première personne, en fait, on est dans son corps en termes de visualisation, et dès qu'on est à la troisième personne, ben, on se voit comme si on était filmé. La troisième personne, elle est très intéressante, par exemple, pour un geste technique. Typiquement, par exemple, vous préparez un Ironman et vous avez envie de travailler la position aéro sur le vélo. Et ben, visualiser à la troisième personne, ça va être super intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de sportifs se filment pour voir leur position, pour pouvoir se visualiser et corriger leur position. Sur le body scan, on est plus sur un exercice où on travaille à la première personne. Là, on est vraiment sur du ressenti, on se recentre sur soi. Ok. Et puis une dernière chose, peut-être après je te laisse la parole, Greg, c'est promis. J'avais noté aussi que tu dis, que tu avais réagi notamment à la réflexion de Greg en lui disant, écoute, le body scan, ça va t'aider à faire plus de fractionnés parce que tu te scannes, tu te rends compte que tout va bien et tu pars faire ton entraînement en confiance. Mais justement, si tu te scannes et que tu te rends compte qu'il y a un petit truc qui cloche, qu'est-ce qui se passe? Tu y vas? Tu y vas pas? Tu te motives? Tu te repousses dans tes retranchements? Quel serait éventuellement ton conseil dans ce cas-là, si tu sens qu'il y a quelque chose qui colle pas? Admettons, tiens, on se prépare pour faire une séance de fractionnés sur piste, donc on va principalement solliciter ses jambes. Après, on sait que quand on court, c'est quand même, on sollicite beaucoup de groupes musculaires, pas uniquement les jambes, mais principalement les jambes et le cœur. Et puis on se rend compte qu'on a un petit bobo pendant notre body scan au niveau du poignet. Qu'est-ce qu'on fait? On passe outre? On y va, ça nous démoralise pour toute la session. Quel est ton conseil là-dessus? Si c'est un bobo au poignet et qu'on part pour courir et que voilà, et que bon, c'est une douleur, c'est une gêne et que c'est pas son exercice, on va le faire. On a juste pris conscience de sa douleur au poignet et on va peut-être se dire, ah bah tiens, ce rendez-vous chez le kiné que je repousse depuis un bon moment, bah, il serait peut-être temps de le prendre et de faire mes séances de kiné pour soigner ce poignet. Là où il faut plus se poser de questions, c'est typiquement, par exemple, sur l'état de fatigue et sur la surfatigue, sur la surcharge d'entraînement. Le moment où on fait son body scan et qu'on a énormément, voilà, on a l'habitude de le faire, ça fait déjà 3-4 mois qu'on fait des body scans, on est arrivé à un certain niveau de maîtrise, tout se passe bien. On sent qu'on force beaucoup en ce moment à l'entraînement parce qu'on prépare un objectif. Et puis, depuis plusieurs jours, quand on essaye de faire son body scan, on sent que ça va pas, quoi. On sent que les muscles sont tendus. Quand on essaye de se concentrer sur ses sensations, on sent qu'on a plein d'idées qui passent, un peu comme en méditation. En méditation, les idées, on arrive à les laisser passer. Et puis là, sur le body scan, au lieu de passer, elles s'ancrent. Ça peut être des idées toutes bêtes, mais ça va être des choses qui vont rester. Ça peut être un discours intérieur qui devient négatif. Quand on commence à se dire « de toute façon, ce body scan, j'y arrive plus » ou ce genre de choses. Là, ça peut être un beau signal d'alarme pour dire « Attention, tu commences à être en surcharge d'entraînement et potentiellement, il faudrait que tu lèves un peu le pied. »
Merci coach. Maintenant Greg, je te laisse la parole, même si je voudrais réagir, mais j'en ai trop dit déjà. Non, mais ce que je voulais dire déjà après sa première définition, enfin sa première explication, et en particulier quand il a évoqué le fait que tu peux faire ton body scan juste avant ta séance au bord de la piste avant de commencer ton entraînement. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que sans savoir que ça s'appelle un body scan, sans savoir la technique de ce qu'il faut faire, etc., ça m'arrive de le faire quand je suis vraiment dans le rush et que je prends ma pause de midi pour aller faire un entraînement d'intensité sur piste. Alors, je fais pas forcément un body scan, mais je me pose quand même sur le banc, je fais la même chose que ce que nous a dit Marc, je ferme les yeux, je prends un petit moment, et là, c'est entre la visualisation et le body scan, c'est-à-dire que il y a un moment, je me dis maintenant, je passe du mood où j'étais au bureau avec les problèmes du bureau en passant au mood, je vais me mettre en condition pour partir courir et pour faire mon entraînement le mieux possible, tirer le bénéfice et puis voilà, changer un petit peu cet état d'esprit. C'est quelque chose qui dure en 30 secondes et 1 minute. C'est vraiment essayer de faire le vide, laisser les problèmes précédents là où ils sont, attaquer les problèmes là où ils vont venir, c'est mon allure aux 400 mètres. Et puis ensuite, voilà, je fais pas forcément un body scan de l'intégralité, mais j'essaie de me faire une petit discours personnel interne pour me dire bon ben voilà, maintenant c'est l'entraînement, tu donnes tout ce que tu as, tu auras le temps de récupérer cet après-midi en réglant le problème du matin. Enfin bref. Donc ça, c'est déjà assez intéressant et je pense qu'effectivement, ça peut permettre aussi cette coupure-là et puis de se mettre en condition pour faire ça. Maintenant, j'allais poser un peu la même question qu'Hermano, c'est-à-dire que on peut ne pas forcément s'en rendre compte quand on m'écoute dans le podcast ou quand on lit le site internet, mais en fait, je suis profondément angoissé quand je fais des entraînements sportifs, quand je fais du sport. J'ai beau faire du triathlon depuis 10 ans, j'ai beau faire des entraînements fractionnés très régulièrement, etc. C'est vrai que si je m'écoute, j'ai l'impression d'avoir mal partout tout le temps et de pas avoir la capacité à faire ci, de pas avoir l'entraînement pour faire ça. Et si je fais un body scan maintenant, comme nous l'a dit Marc, et que je pars des pieds puis que je monte à la tête, je vais identifier 257 problèmes et demi, et puis je vais me dire bon, c'est pas la peine, reste dans le canapé et va pas t'entraîner. Alors faudra que tu m'expliques où il est ton ennemi, hein, mais bon, ça ce sera un autre sujet. C'est le seul truc où je me dis ça c'est un problème, mais je pourrais quand même partir courir, tu vois. Mais voilà, alors c'est vrai que ça va demander aussi de l'entraînement et probablement ça rejoint encore une chose que Marc nous a dit, c'est que ça va augmenter la confiance en soi, mais voilà, ça recoupe un petit peu la question d'Hermano, c'est-à-dire que voilà, je vais faire un body scan, mais je vais pas forcément me sentir très bien tout de suite, il va falloir acquérir cette expérience et voilà, je pense que c'est aussi en travaillant ça que ça va devenir fluide, que ça va être un avantage, un atout, avant d'être un frein supplémentaire avant de partir s'entraîner. Ouais, bah c'est super intéressant ce que tu dis, Greg. Je vais juste revenir sur le premier exercice, celui que tu nous as décrit, celui que tu fais. En fait, c'est l'exercice du SAS que tu fais pour changer ton état émotionnel et passer du travail à l'entraînement. Ça, c'est un super exercice. Et pour revenir à ce que tu disais sur tes sensations, aussi bien corporelles qu'émotionnelles, en fait, aujourd'hui, t'es dans une dynamique en fait, où tu es un peu en mode robot et toutes ces sensations et ces états émotionnels, ils te dépassent. Et en fait, plus tu apprendras à te concentrer dessus, à les nommer, à les comprendre, plus tu sauras les gérer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tout bête, hein, mais peut-être qu'à un moment, certains entraînements te font peur. Et c'est pas un vilain mot hein, de dire que certains entraînements font peur. Moi, mon coach, parfois, quand je reçois ma séance d'entraînement sur Nolio, la séance me fait peur et je me dis oh, j'espère que je vais y arriver, nanani, nanana. Et à un moment, il faut juste se dire ok, l'émotion que je ressens là, c'est la peur. Et essayer de la relativiser et de se dire tout simplement, voilà, j'ai un coach, mon coach il me connaît bien, si ce coach me met cette séance, c'est qu'il sait que je suis en mesure de la faire. Si on associe ça à son body scan et qu'on se rend compte que en fait physiquement on n'est pas si mal, on est même plutôt bien, ça nous met en confiance et la séance on y va et on la fait. Mais c'est super intéressant de bien se connaître et d'arriver à comprendre ses émotions et ses états émotionnels et arriver à y mettre des mots.
Ouais, alors en fait, c'est super intéressant. Alors, je fais un petit warning à nos auditeurs. Ça va commencer à devenir vraiment la séance chez le psy où on va vraiment déballer, tout en tout cas pour ce qui me concerne, tous mes problèmes refoulés au plus profond de moi. Attends, j'arrive aussi, hein, je vais te rejoindre. Mon problème, c'est que j'ai parfois du mal à considérer mon corps comme un allié pour moi dans ma pratique sportive et dans mon entraînement. Pourtant, je sais fondamentalement que mon corps, c'est mon principal outil de travail pour faire ce genre de choses et que sans lui, je n'y arriverais pas. Mais je le considère parfois comme une espèce d'embûche, comme une espèce d'adversaire et je me dis, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment beaucoup d'entraînements qui me font peur. Dans l'absolu. Ce qui me fait peur, c'est pas l'entraînement lui-même. Tu me dis, il y a 21 fois 1000 mètres à faire sur piste pour préparer un semi-marathon à la Emil Zatopek. Fondamentalement, j'aurais pas peur de l'entraînement. J'aurais peur que mon corps me lâche pendant l'entraînement. Et en fait, voilà, si j'ai confiance dans mon mental et dans ma capacité à faire l'entraînement, j'ai parfois pas forcément la confiance que mécaniquement mon corps va tenir le choc et va m'aider, me porter pour aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que voilà, j'essaye de travailler là-dessus et j'essaye de fonctionner en harmonie entre les deux, c'est-à-dire de connaître les limites de l'un et de les adapter à l'autre, donc au corps et à la volonté, au mental et à l'esprit. Mais parfois, ça coince un petit peu entre les deux. Bon, Marc, tu as des coupons pour les préparations mentales parce que là, je pense que les séances de groupe, les thérapies de groupe. Ouais, il va falloir que tu nous fasses des remises parce que vu tout ce qu'on a besoin. C'est super intéressant ce que nous dit Greg et je te rassure, t'es pas un extraterrestre, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cette peur que mon corps me lâche et pourquoi probablement par expérience, enfin par mauvaise expérience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où j'avais un objectif, j'avais envie de me dépasser, j'avais envie d'aller faire telle ou telle performance sur telle ou telle distance. Ça s'est passé pour mes 2 premiers Ironman. Mon esprit voulait aller et faire un carton là-dessus. Et puis à l'entraînement, sur une sortie longue, mon corps m'a lâché. J'ai eu des périostites, j'ai eu des tendinites, j'ai eu des problèmes de pied, j'ai eu des problèmes physiques nombreux pendant ces entraînements qui ont coupé mon entraînement. J'ai voulu aller faire un marathon où je devais sortir ma meilleure performance sur marathon à Berlin en 2015. 3 mois avant, je me pète 3 côtes en tombant à vélo. Je dois récupérer complètement pendant quasiment 5 semaines avant de pouvoir courir. Ma préparation, elle est complètement sabotée. Et donc, du coup, voilà, maintenant, il y a cette appréhension en disant, je sais au fond de moi que si la mécanique tient, j'arrive à tenir la charge d'entraînement mentale que ça exige. Et je sais que je peux arriver à un tel niveau de performance. Maintenant, il y a toujours une embûche au niveau pépin physique. Alors, ça a été moins le cas pour Toon cette année. Donc, ça va peut-être regonfler un petit peu le capital confiance. Mais voilà, c'est aussi l'expérience et les choses qui se sont mal passées voilà, dans ma courte carrière sportive qui a été parfois désastreuse. Mais est-ce que ta maman te disait, quand tu étais petit, qu'il fallait que tu te couvres beaucoup? Peut-être que ça vient de là aussi, ta peur du bobo. Non, je blague. Non, mais il y a quelque chose, plus sérieusement, il y a quelque chose qui est super intéressant dans ta description un peu du phénomène, c'est que en fait on est clairement dans ta façon de l'exprimer sur une croyance limitante en fait. Quand tu dis il y a toujours quelque chose qui vient, il y a toujours ce petit pépin, et quand tu parles du marathon ou de l'Ironman, je sais plus, de Thun qui s'est bien passé, tu dis et peut-être que c'est une exception, et en fait c'est un peu comme la moto ou le vélo. En fait, la moto va à l'endroit que tu regardes. Et toi, en fait, on visualise en permanence, en fait. L'être humain passe son temps à visualiser. C'est-à-dire que, par exemple, quand on était jeune et étudiant et qu'on devait passer des examens, en fait, souvent, on se visualise à l'examen. Et en fait, il y a 2 façons de visualiser. Soit on prend le contrôle de sa visualisation et on fait de la visualisation positive, qui va être vertueuse, soit sinon on laisse le corps contrôler, et puis là il y a la peur qui prend le dessus, et puis là on fait de la visualisation négative, et on se voit en train de rater le réveil, et d'arriver en retard à son examen. Et en fait, pour toi, le jeu, ça va être de prendre le contrôle un peu là-dessus,
et de mettre beaucoup de positif dans tout ça et de se dire, bah, ok, effectivement, je peux me blesser, c'est vrai, ça peut arriver, mais si j'apprends à connaître mon corps, si j'apprends à m'écouter, si je vois les choses de façon positive, bah, en fait, finalement, il y a peu de chances que ça arrive. Parce que si j'apprends à écouter mon corps, je saurai m'arrêter au bon moment. Et si je vois les choses de façon positive, ben, il y a un fort pourcentage de chances que les choses se passent bien. Je voulais réagir, moi, justement, sur tous les échanges qu'on vient d'avoir, et puis dans la continuité de ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est que avec mon état d'ignorant sur le sujet, je me dis que ok, je vais essayer de faire des body scans, je vais essayer de m'entraîner, et tout comme l'entraînement, des fois on est un peu plus fatigué, on est un peu moins bien, ou peut-être on est en surentraînement, et dans ce cas-là, pas sûr que le cerveau soit à 100% dans un bon mood, dans un bon état d'esprit. Rassure-nous là-dessus. Est-ce qu'on peut quand même faire des body scans, même si on est, alors je dirais pas jusqu'à dire qu'on est dans un état dépressif, mais si on se sent pas forcément super bien, super en confiance dans sa tête, et que, comme le disait Greg, on va trouver un bobo par-ci, un bobo par-là, est-ce que ça pourrait pas avoir cet effet néfaste de nous enfoncer encore un petit peu plus dans cette sensation de mal-être au moment où on est à un instant T, quand on va faire son entraînement? En d'autres termes, je pense que pour réussir à faire un bon body scan, il faut quand même être assez costaud dans sa tête, non? Non, c'est vraiment, vraiment, enfin, il faut s'enlever un peu le mythe, voilà, de l'exercice spirituel où vraiment il faut être limite un Jedi pour arriver à faire un body scan. On n'est pas du tout là-dessus, hein. On est vraiment pas du tout là-dessus. On est sur un exercice qui, une fois qu'on l'a pratiqué quelques fois, est finalement très instinctif, très naturel et très simple, très abordable. Et par rapport à ce que tu disais, à cette peur à un moment de se dire, bah voilà, je vais faire le body scan et puis je vais me rendre compte que ça va pas. Ben, par exemple, forcément, hein, si on vient de faire un gros trail, qu'on a la cuisse gauche, la cuisse droite en vrac, vraiment fatigué et tout, faire un body scan pour se dire bah voilà, j'ai des courbatures de partout, effectivement c'est peut-être pas le plus opportun, mais en fait un body scan, moi je propose toujours de le commencer par une respiration qui va conduire à un état émotionnel de détente. Voilà, essayer d'être le plus détendu possible. Peut-être que ce jour-là, il faut se dire bah voilà, aujourd'hui je vais pas faire un body scan, mais je vais me faire une petite séance de respiration et puis je vais me mettre dans un état émotionnel de détente. Je vais bien profiter du moment et puis voilà, ça s'arrête là. Mais effectivement, si à un moment on sent voilà, qu'on est vraiment courbaturé de partout, qu'on n'est pas bien, qu'on a une surcharge au travail et qu'on sent que vraiment qu'on a du mal à se concentrer sur ses idées et tout, ça sert à rien de se conduire vers l'échec. En fait, c'est jamais quelque chose d'intéressant de se conduire vers l'échec. Bon voilà pourquoi on fait pas de body scan, Greg, parce qu'on reporte à chaque fois depuis plusieurs années. Non, mais c'est pas vrai, il y a quand même des fois où je me sens en confiance et voilà, je disais avant que j'ai pas confiance dans mon corps, etc., qui va me lâcher, c'est un petit peu le mood des mauvais jours, mais il y a quand même de nombreuses fois où voilà, je pars vaillamment faire des compétitions ou des entraînements où je me dis j'ai jamais été aussi en forme que ça et ça m'est arrivé des fois à ma plus grande surprise, hein, des fois je me suis retrouvé à faire oui, non, mais voilà, des fois, je suis surpris par cet outil qui est mon corps aussi. Et j'ai un souvenir vraiment incroyable d'un half que j'ai fait quelques semaines après l'Ironman de Lanzarote de 2016, après lequel j'étais complètement épuisé, j'avais plus la tête à rien, j'avais plus envie de sport. Enfin bref, j'ai fait une espèce de dépression post-Ironman. Et j'étais inscrit à un half en Irlande qui m'inspirait relativement peu après la course. L'Irlande, oui, ça m'intéressait, mais j'ai failli partir sans mon vélo. C'est ma coach de l'époque qui m'a dit « Mais prends quand même tes affaires, au cas où, le jour même, tu as envie de faire le triathlon. Si tu as envie, tu y vas. Si tu n'as pas envie, tu y vas pas. » J'ai fait la course où j'ai pris le plus mon pied de toute la saison à ce moment-là. Donc voilà, il y a parfois une surprise par rapport à ça. Mais là où je voulais en venir, peut-être un tout petit peu plus terre à terre, et puis le mec qui tient un blog sur les montres connectées, sur des trucs qui nous donnent des chiffres dans tous les sens. Ah, c'est qui Marc, tu vois,
tu nous dis faire de l'introspection pour savoir dans quelle forme on est, etc. Moi, j'ai ma Garmin qui me donne un score de body battery que je regarde le matin. Et en fait, ma montre, elle me dit si je suis en forme ou pas. Est-ce que ça rentre en contradiction, en complémentarité avec le body scan? Est-ce que c'est un outil pour pouvoir progresser un petit peu dans son introspection? Ou est-ce que je peux me baser sur le chiffre? Ou est-ce qu'il faut quand même plus me baser sur le body scan? Qu'est-ce que je peux faire avec ces chiffres? Et puis, pour me connecter avec moi-même. Et puis moi, je compléterais, Greg, toi, le techno, comment fait la montre pour scanner ton body et te sortir un body balance ou Oui, ça j'ai creusé la question, j'ai même discuté avec des ingés de chez Garmin qui m'ont donné quelques trucs. Alors, ils donnent pas leur sauce secrète de l'algorithme, mais il y a un des ingénieurs de chez Garmin en Allemagne qui m'a un petit peu expliqué comment ça se passe, donc c'est assez intéressant. Mais oui, alors les inputs et comment ils arrivent à ce chiffre, j'arrive à me faire une idée. Maintenant, à quel point est-ce que ça peut être mis en corrélation avec le body scan? Alors, c'est pour répondre à ta question, et c'est vraiment intéressant que tu la poses. Moi, ce sont des technologies qui m'intéressent énormément. Je dirais même que ce sont des technologies qui me passionnent. De toute façon, tous les sportifs d'endurance aiment beaucoup leur petits gadgets, leur montre connectée. Moi, je dirais que c'est des outils qui sont totalement complémentaires. Et c'est des outils qui ont le vent en poupe, hein. On voit que toutes les marques aujourd'hui, que ce soit Polar, que ce soit Garmin, que ce soit Suunto, voilà, elles ont toutes leur petit algorithme qui va nous dire notre état de fatigue, qui va éviter la surcharge d'entraînement. Elles ont aussi de plus en plus des exercices de respiration. Et en fait, lorsque je te disais que c'était complémentaire, la bonne façon, selon moi, de l'utiliser, c'est de faire son propre body scan, c'est-à-dire d'abord de partir sur son ressenti, et ensuite de comparer son body scan à la valeur que nous donne la montre. C'est-à-dire, ce qui peut être intéressant, c'est à un moment, voilà, quand on a fini un cycle d'entraînement, on fait son body scan et on essaye de voir un peu quel est notre état de fatigue. Voilà, en terminant son body scan, il ne faut pas avoir peur de donner un chiffre et de se dire, voilà, sur une batterie de 0 à 100, un peu comme un téléphone portable, où est-ce que je me situe, comment est-ce que je me sens? De se dire, par exemple, là, je me sens à 70, j'ai pas mal d'énergie et tout. Et de comparer avec les données que nous donne la montre et de voir si on est complètement à côté de la plaque, où la montre nous dit là tu es en surcharge d'entraînement complet et il faut que tu te reposes, ou alors si la montre nous dit en fait ouais, tu es à 70% et en fait ce que tu as estimé c'est très bien. Et pour moi en fait ces outils ils servent à ça en fait. Donc en fait, je regarde pas mon score de body battery pendant la journée et à un moment je décide de faire mon body scan, je fais mes 10 minutes où je me mets tranquillement dans une position confortable, je commence à faire mon body scan, je fais l'inventaire de toute l'énergie qui me reste. Et puis là, je me donne un score et puis je peux le comparer à mon score de body battery. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Je dois dire aux auditeurs que au fur et à mesure de l'évolution du score de ce body battery, moi j'en parle en particulier de cet algorithme-là de chez Garmin parce qu'il me sidère à quel point aujourd'hui, alors sans faire de body scan et sans faire d'introspection profonde, il reflète avec exactitude l'état de forme dans lequel je suis. Mais vraiment dans toutes les conditions et c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Pour autant qu'on porte sa montre régulièrement, c'est-à-dire quasiment 24 heures sur 24 pour analyser et le sommeil et l'activité quotidienne et qu'on fait une mesure de fréquence cardiaque un petit peu meilleure que celle avec le poignet pendant ses entraînements sportifs, donc avec une ceinture idéalement, ça donne des chiffres qui sont redoutables de précision. Et, en tout cas, en ce qui me concerne, le ressenti que j'ai, est-ce que toi et tes athlètes, Marc, qui êtes probablement plus avancés en entraînement par rapport au body scan et au ressenti, est-ce que vous constatez la même chose? Alors oui, sur la charge d'entraînement. C'est-à-dire que sur la charge d'entraînement, globalement, je suis assez d'accord avec toi. Notamment dès qu'on ajoute une ceinture cardiaque et qu'on fait de la variabilité de fréquence cardiaque, là en termes de précision, je te rejoins complètement, c'est redoutable.
Par contre, là où je les trouve beaucoup moins efficaces et là où vraiment le body scan prend tout son sens et j'ai du mal à trouver un outil qui arriverait à le remplacer, c'est sur la charge mentale. C'est-à-dire que vraiment la charge mentale, c'est-à-dire que tu prends deux sportifs, même niveau, même entraînement, même capacité physique. S'il y en a un qui a un enfant qui doit passer son bac et qui se fait du souci pour l'examen de son fils et qui au boulot vise un poste et est en train d'essayer d'évoluer, il aura une charge mentale qui sera beaucoup plus forte. Et cette charge mentale va jouer sur énormément de choses, va jouer sur la gestion de ses émotions, va jouer sur son discours intérieur, va jouer sur... Voilà. Et au final, à capacité physique égale, eh ben, le sportif qui a une charge mentale plus élevée, ben, il sera peut-être moins performant que l'autre. Et ça, les algorithmes ont encore du mal, même si la variabilité de fréquence cardiaque prend quand même en compte le stress. Ouais, alors effectivement, on arrive à lire une partie du stress dans la variabilité de fréquence cardiaque, mais pas seulement, et je dirais presque heureusement que ces algorithmes, ils n'arrivent pas non plus à lire dans nos pensées. D'un certain côté, ça ferait peut-être un petit peu peur quand même, mais je te rejoins sur le fait que voilà, on peut avoir une journée où on a vraiment des mauvaises nouvelles, où on a un petit peu le ciel qui nous tombe sur la tête au niveau des informations qu'on reçoit ou du stress qu'on peut ressentir. C'est vrai que ça s'exprime pas forcément dans le body battery ou dans ces algorithmes équivalents, je te rejoins tout à fait. Alors, peut-être une question pour toi, Greg. Là, on parle de body battery chez Garmin. Quels sont les équivalents dans les autres marques ? Et puis, après, Marc, désolé pour le mauvais jeu de mots, t'as glissé insidieusement tout à l'heure que ce body scan, notamment dans nos objets connectés, était souvent relié à des exercices de respiration. On n'en a pas trop reparlé après. Quel lien entre justement ce body battery, le body scan et des exercices de respiration ? Alors, je vais peut-être prendre la première partie de la question, donc sur les algorithmes qui existent et puis les mesures qui sont faites. Donc, Marc l'a dit, la principale source d'information pour des algorithmes tels que Bodyscan, c'est la variabilité de fréquence cardiaque. C'est-à-dire, on a un épisode complet qu'on a enregistré avec un spécialiste, Cyril Besson, qui est venu nous parler de ça avec passion. Et puis, pendant 20 minutes, on n'a pas compris un seul mot de ce qu'il a dit, mais il faut le réécouter 3 fois. Et on devient 1h20 minutes. On devient un expert de la variabilité de fréquence cardiaque et c'est super intéressant. Donc, on pourra retourner sur cet épisode. Accrochez-vous, il faut l'écouter plusieurs fois pour tout comprendre, mais une fois qu'on a tout compris, c'est génial. Et ça nous donne une quantité d'informations et ces algorithmes eh bien, vont puiser une partie de ces informations là-dedans. Maintenant, Body Battery prend encore d'autres inputs, notamment la vitesse à laquelle on récupère des entraînements, par exemple. Il va prendre des données de phase de sommeil pour estimer de la récupération et d'autres paramètres. On trouve des algorithmes qui sont plus basés exclusivement sur la variabilité de fréquence cardiaque, notamment chez Polar par exemple, avec le test orthostatique, qui consiste à mettre une ceinture cardio pour vraiment mesurer de manière précise la variabilité de fréquence cardiaque. Et il y a une partie qui se fait coucher, donc on mesure la variabilité cardiaque quand on est couché et détendu. Et puis au milieu de l'exercice, la montre ou l'algorithme va demander à ce qu'on se mette debout et puis va continuer la mesure de variabilité de fréquence cardiaque alors qu'on est debout. Et la mesure de ces deux parties d'analyse vont donner un score de récupération. Et puis, c'est intéressant, tous ces algorithmes-là, de les utiliser sur du long terme, parce qu'une seule mesure, elle va donner une information qui ne sera pas pertinente, qui ne sera pas comparable et qui n'aura pas de trend ou de suivi de tendance. Et même si on n'a pas une montre super avancée qui a ces algorithmes-là, on trouve des applications sur le smartphone. Celle que j'utilise personnellement beaucoup, c'est Elite HRV. D'ailleurs, je crois que Cyril Besson en avait parlé dans l'épisode en question. On en avait parlé, oui. Et avec Elite HRV, on fait la même chose, on fait une mesure de variabilité de fréquence cardiaque une fois par jour et on a une tendance. Et comme ça, dès le matin, on a un score qui nous dit est-ce qu'on a bien récupéré, est-ce qu'on est prêt à affronter un nouvel entraînement. Alors bien sûr, il faut prendre en compte le fait que comme Marc le disait très justement, ça va prendre une partie de l'information, c'est-à-dire vraiment la fraîcheur, je dirais, physique, physiologique, mais pas forcément la fraîcheur mentale. Et ça, il n'y a que nous qui sachons dans quel état mental on est, si on est prêt à aller
bouffer du bitume. Alors ça c'est sur Garmin et sur Polar. Il y a des équivalents chez Suunto, chez TomTom, chez, si ça existe encore, chez Apple ou autre? On trouve des équivalents plus ou moins. Il y a un score de stress maintenant chez Suunto. Suunto va quand même moins loin dans l'analyse de ces données. Chez Coros, on trouve aussi un algorithme dans leur nouveau EvoLab qui intègre la variabilité, la mesure de variabilité dans la récupération et dans la disponibilité d'énergie pour aller faire le prochain entraînement. Pour moi, il n'y en a aucun de ces algorithmes qui va aussi loin que Body Battery de chez Garmin, qui était développé avant par Firstbeat, qui était racheté par Garmin. C'est vraiment le plus avancé du marché. Mais les autres donnent un score qui est, à mon sens, aussi intéressant. Peut-être pas aussi pertinent que Body Battery, qui est juste impressionnant, mais qui est quand même pertinent et qui donne une information qui est, à mon avis, intéressante. Merci, Monsieur Nakan. Avec plaisir. Je vais essayer de répondre aussi bien que Grégory à la deuxième partie de la question. Je te promets rien. Alors la deuxième partie, c'était par rapport aux exercices de respiration qui sont intégrés aussi à nos petites montres connectées. Et pourquoi je trouve ça intéressant? En fait, la réponse, elle est assez simple. Pour moi, il y a deux facteurs qui sont déterminants dans la performance d'un point de vue mental. C'est premièrement l'état émotionnel et la gestion, la capacité à gérer cet état émotionnel. Et deuxièmement, la respiration, justement. Parce que la respiration, c'est un facteur qui va énormément nous aider à gérer cet état émotionnel. Et on s'en rend tout de suite compte, par exemple, quand on a une mauvaise nouvelle ou autre, ou alors quand on est sur une ligne de départ et qu'on a peur et qu'on est stressé, on se rend tout de suite compte que l'une des premières choses qui change, au-delà des paramètres physiques, le fait d'avoir chaud, c'est notre respiration. Et en fait, quand par exemple tout à l'heure Grégory nous disait moi quand je pars du boulot entre midi et 2 pour faire mon entraînement, je m'assois sur le banc, je me concentre pour passer du mode boulot au mode entraînement, je suis sûr qu'une des choses sur lesquelles il se concentre pour y arriver, c'est sa respiration. Et donc du coup, c'est en ça que moi je trouve l'exercice super intéressant. Et vous avez dû entendre parler déjà de cohérence cardiaque. La fameuse cohérence cardiaque qui a donc la respiration en 5-5 qui influe sur le système nerveux sympathique et parasympathique et qui donc influe sur les fameuses données que vont nous donner le test HRV. Parce que tout est relié en fait, la respiration est reliée au cœur. Et donc c'est en ça que les exercices sont super intéressants. Et la deuxième raison pour laquelle je trouve l'exercice de respiration intéressant, c'est que je trouve, c'est vrai pour l'activité physique, c'est vrai aussi pour la préparation mentale, il est toujours plus intéressant d'être proactif dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que le Body Battery, par exemple, c'est assez simple, hein. On met la montre autour de son poignet, puis on n'a rien à faire. On dort, on se réveille, on fait ses activités physiques, la journée passe, et puis la montre, au bout d'un moment, nous donne un chiffre. Alors c'est très bien, on a le chiffre, mais moi je trouve toujours plus intéressant, par exemple, ne serait-ce que Elite HRV, à un moment de se poser, de faire l'effort de mettre sa ceinture cardiaque, de faire l'effort de se mettre en position allongée, de faire l'effort de respirer, de se concentrer sur soi, et ensuite on obtient une donnée. En fait, on a l'habitude de vouloir tout avoir super facilement, mais à un moment, quand on veut vraiment quelque chose et quand on veut progresser dans quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et je trouve que faire un petit exercice de respiration pour se recentrer sur soi, pour se recentrer sur ses émotions, pour se mettre en cohérence cardiaque, c'est pas cher payé pour tout ce que ça peut nous procurer. Et je trouve ça très bien de le faire. Donc si je devais choisir entre la facilité du Body Battery ou alors la ceinture cardiaque d'Elite HRV ou les exercices de respiration d'une Apple Watch ou tout autre produit, je choisirais quand même l'exercice de respiration. Donc finalement, quand tu nous dis que ces exercices de respiration sont à coupler avec le body scan, tu veux dire que, encore une fois,
on n'a pas toujours tout servi sur un plateau. Et donc là, tu conseilles de se poser, faire quelques exercices de respiration, soit soi-même seul, soit en s'aidant d'outils. Et notamment, tu as cité Respire sur l'Apple Watch. Et puis après, une fois qu'on est prêt, une fois qu'on est en condition, une fois qu'on a mis le costume pour aller au boulot ou la tenue pour aller s'entraîner, on fait ce body scan. Exactement. L'idée, c'est de se mettre dans le bon état émotionnel, dans celui qu'on recherche. Par exemple, typiquement, quand on va faire un body scan, en général, l'état émotionnel qu'on recherche, c'est la détente. Voilà, on cherche à respirer et à se détendre. Et une fois qu'on maîtrisera cet exercice d'arriver par la respiration à se plonger dans un état émotionnel, en fait, ça devient super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut s'en servir pour beaucoup de choses. On peut s'en servir, par exemple, pour bien respirer, pour bien réussir une transition en triathlon, se dire, voilà, là, l'état émotionnel que je recherche, c'est la concentration. Ok, je respire et je me concentre, je visualise comment j'ai disposé mes affaires sur la ligne de transition. Ok, c'est comme ça, et boum, on fait sa transition. Et en fait, cet exercice de respiration qui nous permet de nous mettre dans un état émotionnel, il est intéressant pour plein de choses. Mais ce que tu veux dire, c'est que tu sors de l'eau et avant d'entamer la transition, tu te poses, tu respires et après tu fais ta transition. Non, pas forcément, parce qu'en fait... Je blague, c'était pour transitionner, justement. Non, mais par contre, c'est des trucs qu'on peut faire de manière complètement naturelle. Moi, sans savoir... avant qu'on parle de visualisation, de coaching mental, de préparation, de préparation d'une course ou peu importe, c'est vrai que mes premiers triathlons, je suis arrivé dans ma zone de transition, j'ai posé mes affaires et puis ensuite je m'éloigne un petit peu et puis je ferme les yeux et puis je me visualise en troisième personne en train d'arriver en courant en sortant de ma natation et je me vois faire tous les gestes que je dois faire pour faire ma transition efficace et optimale. Et c'est des choses que je fais depuis le début. Et encore une fois, au départ de Thun, juste avant de partir en natation, j'ai fermé les yeux un peu. Comme tu le dis, Marc, sans forcément même y penser, j'ai commencé à travailler ma respiration pour me détendre, me calmer. Et puis, je me suis vu nager jusqu'à la première bouée. Comment est-ce que j'allais aborder mon départ, rentrer dans l'eau, commencer à nager, tourner les bras, essayer d'être efficace. Et puis, de négocier cette première bouée au mieux pour faire un bon début de natation. Et voilà, c'est des trucs sans poser de nom dessus, sans savoir qu'il y a une technique qui est exactement ça, mais qui porte un nom. On le fait tout simplement, en tout cas personnellement je le fais depuis longtemps. Ouais, on le fait assez naturellement, mais en tout début de podcast, je faisais le parallèle entre l'entraînement physique et l'entraînement mental. En fait, c'est exactement ça. Prends une personne qui débute en triathlon et qui n'a pas de coach et qui se dit je vais essayer de m'entraîner moi-même et de faire les choses moi-même. En fait, assez naturellement, elle va faire de la course à pied, elle va faire de la natation, elle va faire du vélo, et puis voilà, elle va essayer de faire les choses du mieux qu'elle peut. Et puis un jour, elle va sentir qu'elle atteint un peu sa limite, et puis elle va se dire, je vais prendre un coach, et là, le coach va lui dire, là, il faut faire du fractionné, là, il faut courir dans telle zone cardiaque. Et puis en fait, il va lui donner des exercices, des choses qui vont la faire vraiment progresser. En fait, en préparation mentale, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de choses qu'on fait assez naturellement, mais en fait, parfois on pense bien faire et on fait mal. Parfois on pense bien faire et on fait bien, mais on pourrait faire mieux. Et l'idée du préparateur mental, en fait, c'est de donner des petits exercices, des tips qui permettent en fait de devenir le plus efficace possible. Ouais, c'est vrai. Fondamentalement, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Alors moi, je reviens un peu sur mon aspect négatif et du cerveau. On parle aussi beaucoup des biais. Je sais pas, c'est très à la mode en ce moment, les biais pour tout un tas de choses, notamment les fameux biais de confirmation où on voit quelque chose, on se dit, voilà, tu vois, je te l'avais dit, c'est bien ce que je pensais. Bon, voilà. Est-ce que quand on fait ce fameux body scan, aussi costaud aussi costaud que l'on puisse être dans le cerveau, est-ce qu'on pourrait pas être un petit peu biaisé aussi? C'est-à-dire, avant de commencer ton body scan, tu sais que tu as une grosse séance de fractionné à faire. Peut-être que tu l'abordes en disant, ouais, je suis un warrior, je vais y arriver, je vais tout péter, et puis ça va m'aider à atteindre mon objectif. Est-ce que justement, quand tu vas faire ton body scan, tu vas pas être un peu biaisé par cet état d'esprit où tu vas dire, finalement, non, je sens pas tout à fait cette blessure ou tout va bien, donc à la limite, le body scan est vite fait et puis on attaque direct? Alors,
La réponse, la réponse va énormément dépendre de ton niveau d'entraînement en visualisation, de ton niveau d'entraînement en méditation. Le but de la méditation, c'est d'être dans l'instant présent. Le body scan, c'est une méthode qui est issue de la méditation. Si réellement tu es dans l'instant présent, tu ne seras pas dans ton exercice dans ton entraînement qui arrive dans 1 heure. Et donc du coup, tu n'as pas de raison d'être biaisé. Maintenant, effectivement, si tu ne maîtrises pas totalement l'exercice, il y a ce risque. Effectivement, il y a ce risque. Ça va dépendre, je pense, d'une part de la personnalité, de savoir est-ce qu'on est honnête avec soi-même ou pas, est-ce que notre volonté de vouloir faire cet entraînement dans de bonnes conditions par rapport à ce qu'on ressent à ce moment-là, est-ce qu'on va oser se l'avouer à soi-même peut-être d'un côté, parce que on le sait, le cerveau humain c'est le plus grand des imposteurs, il se souvient de ce qu'il a envie de se souvenir, il oublie de tout ce qu'il a envie d'oublier, et puis il est très très sélectif sur les paramètres qu'il va prendre en compte pour résoudre une équation. Est-ce que je peux aller m'entraîner ? Il va prendre les paramètres qui l'arrangent. Oui, il fait beau. Oui, t'as pris des chaussures et une tenue de course à pied. Est-ce que j'ai mal aux genoux ? Non, mais ça, on n'en parle pas. Et donc, du coup, on va s'entraîner. C'est exactement ça. Typiquement, par exemple, quand on a pris ses affaires pour aller courir entre midi et 2, on se sent souvent fatigué quand il pleut et qu'il y a du vent. Voilà. Bizarrement. Ouais, voilà, exactement. Bizarrement. Et ça, c'est quelque chose qui s'anticipe. On parlait tout à l'heure de la visualisation. Par exemple, se visualiser, parce que la visualisation, souvent, on pense se faire le film et avoir uniquement l'image. Encore une fois, j'insiste sur le fait que l'état émotionnel est très important. Et si par exemple, on regarde la météo sur son téléphone et on voit que le lendemain il va pleuvoir, des meilleurs moyens d'y aller malgré la pluie, c'est la veille au soir de se visualiser en train de courir et de se visualiser en train de retourner au boulot, de prendre sa douche et d'être super content dans la notion de plaisir et de se dire je l'ai fait. Et une fois qu'on a dit au cerveau tu vas y aller et tu vas prendre du plaisir en le faisant, le lendemain on y va. Souviens-toi cette fois où on a clôturé la saison 1, Greg, et que je t'ai rejoint chez toi, que tu m'as emmené sur tes routes de trail et qui se mettait à neiger. Je pense qu'effectivement, dans le cerveau, à un moment, on s'est dit si on se faisait pas un épisode de podcast un peu plus long. Puis finalement, on a dû se dire allez, on va quand même prendre une bonne tranche de plaisir tous les deux et puis on pourra dire qu'on l'a fait, quoi. Ouais, exactement. Et puis finalement, on était hyper heureux d'avoir été courir dans la neige, dans la forêt, et puis d'avoir pris une bonne douche chaude après, juste avant d'enregistrer. Mais c'est le cas à chaque fois, en fait. Soit on va pas courir parce qu'il fait froid, et puis il pleut, et puis après on regrette. Ou alors on y va, et puis on se dit j'ai bien fait d'y aller, parce que quand même, j'ai fait un bon entraînement, et puis surtout, qu'est-ce que je me sens bien après, et puis voilà. Donc effectivement, comme tu le dis, c'est bien de se conditionner un petit peu la veille et puis de se mettre dans cette pensée positive pour continuer à y aller. Et ce qui peut être intéressant, c'est justement ce moment où si on a le temps de le faire, si on a la capacité de le faire, ce moment où on rentre de l'entraînement et où on est totalement dans la notion de plaisir, dans la notion de fierté de soi, d'avoir réussi, d'y être allé malgré la pluie et tout, c'est à ce moment-là où il faut se poser 5 minutes, faire un petit exercice de respiration et essayer de bien ressentir cette émotion de plaisir. Et ensuite, le moment où on a du mal à y aller, là, il faut refaire un exercice de respiration et essayer de retrouver cette sensation de plaisir que l'on a eue. C'est ça, ouais. De miser sur le capital qu'on avait enregistré lors de la séance précédente, et puis là, de se ressortir un petit échantillon en disant si tu y vas, t'auras ça. Exactement. C'est exactement ça. Le cerveau, il marche beaucoup à la carotte, hein. Et le fait de lui dire tu vois le plaisir que j'ai eu après se fractionner sous la pluie, si tu y retournes, tu auras le même. Le cerveau, à un moment, il va dire ok, on y va, mets les baskets et c'est parti, quoi. Ouais, donc ton cerveau juste qui parle à ton cerveau, pas mal. En préparant l'épisode tout à l'heure en off, tu nous as parlé d'état émotionnel aussi, qui était sur 4 dimensions. Est-ce que tu voudrais aborder ce point-là aussi avant de clôturer l'épisode ? Alors, je pense que tu parlais plus des champs attentionnels.
Oui, pardon, des champs intentionnels. Ouais. Champs intentionnels, ouais. Et effectivement, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu des champs intentionnels et je vous disais que le body scan, en fait, finalement, on travaillait un peu là-dessus. En fait, globalement, on a 4 champs intentionnels, 2 internes, 2 externes. Pardon, on a champ intentionnel interne, externe, large et étroit. Voilà, je vais essayer de faire un peu simple pour n'embrouiller personne. Et en fait, alors le champ intentionnel externe large, ça va être par exemple, je suis en train de rouler sur mon vélo à la montagne et je regarde au loin et mon attention est portée sur l'ensemble du paysage à l'horizon. Donc je regarde toutes les montagnes, voilà, je regarde vraiment tout ce qui se passe. Champ intentionnel externe étroit, ça va être par exemple même sortie, même endroit, mais là au lieu d'être concentré sur tout le paysage qu'il y a, je vais me concentrer uniquement sur mon compteur et je vais regarder une donnée. Je vais me dire par exemple, là je veux pédaler à 90 de cadence et donc je me concentre que sur la cadence que m'affiche mon compteur. Donc là on est sur les champs intentionnels externes. Et après il y a les champs intentionnels internes et pareil, là, il y a le large et l'étroit. Le large, ça va être le body scan, où là, je vais me concentrer sur quelles sont mes émotions, quelles sont mes sensations sur l'ensemble de mon corps. Et il va y avoir le étroit. Et le étroit, ça va être, par exemple, je me concentre uniquement sur ma respiration. Et là où ça devient très intéressant de maîtriser ces champs intentionnels, c'est que par exemple, si je suis au bout de mon Ironman, que je suis en train de courir mon marathon, que j'ai les jambes qui sont vraiment fatiguées et que je me concentre que sur mes jambes, et bien là je suis sur mon champ attentionnel interne étroit. Et c'est à ce moment-là que je peux m'amuser à jouer sur mes champs attentionnels et à switcher en me disant ok, là je vais me concentrer sur par exemple un arbre au loin et je vais essayer de prendre le plus de détails sur cet arbre. Je vais vraiment me focaliser sur cet arbre. Et automatiquement, la douleur aux jambes ne va peut-être pas complètement disparaître, mais elle va s'atténuer. On en parlait tout à l'heure, c'est exactement le même principe que l'enfant qui se blesse et puis on lui fait un bisou et le bisou disparaît. Et ben voilà, pendant un Ironman, il faut savoir se faire des bisous pour faire disparaître la douleur. Et ces bisous, on les fait en switchant sur ces différents champs attentionnels. Ah, c'est beau, c'est bien dit. J'étais plus trash, moi, dans ma proposition en off, mais ok. Bon, je pense que là, pour le coup, on a fait un beau... on a eu une belle vue, on a eu un beau champ attentionnel externe large de ce qu'est le body scan et comment l'aborder, comment le préparer, comment s'y entraîner, et puis comment le décrypter et un petit peu ce qu'il y a autour, notamment la respiration et puis les objets connectés qui nous permettent éventuellement de travailler là-dessus, d'améliorer ou de comparer, de mettre dans la balance les données. En fait, ça peut être, si j'ai bien compris, un outil qui nous permet de progresser dans notre, alors je vais dire un terme anglophone qui va horripiler certains auditeurs, mais améliorer notre self-awareness, donc notre connaissance de soi-même, pour s'entraîner, un petit peu comme quand on fait du fractionné au début, sur un 800 mètres, on ne sait pas trop quelle allure, on va avoir les yeux fixés sur sa montre, le premier body scan qu'on va faire, on va essayer de le faire, on va se donner un score, on va se précipiter sur notre score de Elite HRV ou de Body Battery, pour voir si c'est en adéquation. Et puis, plus on va s'entraîner et plus on va devenir efficace à le faire, plus on pourra se faire confiance à notre propre ressenti sans consulter les données de la montre. Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est exactement ça. Et pour faire une comparaison comme tu viens de le faire, c'est un peu comme quand le coach nous dit de bosser sur des allures en fractionné. Quand on ne se connaît pas du tout, si le coach nous dit tu cours entre 3,40 et 3,50, on va passer tout le fractionné à regarder sa montre pour être sûr que l'aiguille soit bien dans la partie verte et qu'on court bien entre 3,40 et 3,50. Et puis au bout d'un moment, quand on a bien tout le feeling, tout le ressenti de cette allure, entre le 3,40 et le 3,50, on sait qu'on se sent à peu près comme ça.
Et puis voilà, on y va, on court et on sait qu'on est à peu près dans la zone. Et puis au pire, si la montre sonne, on jette un petit coup d'œil. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Et en fait, la petite aiguille que nous donne la montre pour nous dire t'es bien entre 3,40 et 3,50 pour nous aider au début, moi, sur le body scan, j'essaierai de la comparer un peu à une piste audio, en fait. Faut pas hésiter quand on débute le body scan à se faire guider, en fait. Et le mieux, c'est de se faire guider par une piste audio. Alors, il y en a plein qui existent, on en trouve facilement sur Internet. Et en fait, c'est des pistes audio qui nous disent de respirer, de se mettre dans un état de détente, de commencer par les pieds et qui nous font remonter petit à petit. Et puis ça, c'est un peu le bip de la Garmin qui va nous dire tu vas trop vite, tu vas pas assez vite et qui va nous permettre de bien rester dans l'exercice. Puis il n'y a pas de mal à commencer comme ça et à se faire guider au début, quoi. Ouais, ça c'est intéressant et on mettra dans les notes de cet épisode, on a un tas de trucs à mettre. On mettra un lien vers l'épisode Je te laisserai faire le montage, où on fera le lien vers l'épisode avec Cyril Besson, on parlait de variabilité cardiaque. Je vais inclure un lien vers la vidéo où j'explique complètement le fonctionnement de Body Battery. On va essayer de mettre un lien vers une piste audio qui permet de nous guider pendant un premier body scan. Et tout ça, vous le retrouverez sur podcast.nakan.ch dans les notes de cet épisode. Exactement. Et si on a envie justement d'être guidé plutôt par un professionnel, notamment toi, Marc, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te contacter aussi si on a besoin d'être suivi en termes de préparation mentale? Alors moi, je suis actif sur Instagram, j'ai mon site internet mrc-coaching.fr. Dessus, il y a toutes mes coordonnées et puis n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Pour en apprendre un peu plus sur vous-même, pour travailler sérieusement sur votre préparation mentale. Voilà, moi je l'aborde vraiment comme de l'entraînement physique avec un plan d'entraînement mental. Et puis si vous n'êtes pas encore convaincu, allez écouter quelques épisodes du podcast J'ai fini au mental, où on retrouve Marc en streetcast. Streetcast, je retiendrai le mot. C'est important d'avoir la bonne terminologie. Et là, on en apprendra plus sur toutes ces techniques qui nous permettent de garder un mental de fer pour aller au bout de nos objectifs. Allez, et puis juste pour terminer, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à faire grandir la communauté en partageant la bonne parole au plus grand nombre. Et puis, que ce soit pour le podcast de Nakan ou pour le podcast de Marc, J'ai fini au mental, allez sur Apple, laissez une petite note, de préférence 5 étoiles, un commentaire, ça nous permet toujours de nous améliorer. D'ailleurs, comme l'a fait FDA67 il y a quelques temps, qui nous dit « J'adore ce podcast intelligent, inspirant, plaisant à écouter avec deux animateurs excellents. » Et puis un petit clin d'œil à Canet 682, Hermano, ça s'écrit sans H, cher ami. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, je vous fais des gros bisous. Messieurs, oui, parce que c'est messieurs ce soir, merci pour tous ces bons échanges. Et Greg, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Oui. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été présent avec nous. Avec grand plaisir. Encore une fois, pour un podcast où on a appris plein de trucs qui étaient super intéressants, où les auditeurs ont appris plein de trucs sur moi. Maintenant, ils ont peur de moi. Et puis... non, ils vont venir t'encourager au bord de la piste maintenant. Voilà, peut-être aussi. Et puis, vraiment un échange super intéressant. Je te remercie. Et puis, évidemment, avec Hermano, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.